Diaspora FM, le journal. Lundi 26 juillet 2021, mesdames, messieurs, bonsoir, 19 dans tous nos studios, les titres du journal. Sylvie Dechacus n'est plus la présidente du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau. UDBN, c'est une décision collégiale du Haut Conseil du parti. À suivre dans cette édition les explications du chargé de communication du parti. Les dégâts de l'érosion côtière toujours visibles au quartier Jacques à Cotonou, des habitations détruites sous l'effet des vagues marines. Nous allons en parler également au cours de cette édition. Et puis le président tunisien Kaïs Saïd a annoncé dimanche soir qu'il suspendait les travaux du Parlement et démettait de ses fonctions le chef du gouvernement Hichem Mechichi. C'est après une journée de manifestation contre les dirigeants tunisiens. Voilà pour le sommet de cette édition. Merci de nous préférer pour vous informer. Corneille Haïssé. Sylvie Dechacus n'est plus la présidente du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau. C'est une décision collégiale du Haut Conseil du parti et de ses responsables à divers niveaux. Elle a été prise ce samedi à l'Infosec à Cotonou à l'issue des pourparlers qui visaient à trouver des solutions à de nombreux dysfonctionnements qui seraient préjudiciables à la vie du parti de Claudine Afiari-Prudencio, actuelle présidente d'honneur de l'UDBN. Le chargé de communication du parti, Jules Léandre Kitty, éclaire ici l'opinion publique sur cette décision. Il est au micro Diaspora FM de Clémence Tournou-Coin. Le 19 juin 2021, Madame Sylvie Dechacus a été donc présentée à la face du monde comme la nouvelle présidente de l'UDBN. Lorsque vous avez été présentée comme ça au bout d'une séance ou d'une rencontre, d'une assise statutaire comme le congrès, donc qui a commencé depuis le 5, vous prenez fonction dans l'opérationnel. Il y a donc des rencontres que vous faites, de prise de contact, vous rentrez dans les dossiers et puis la machine prend. Et dans le cas d'un parti politique, c'est encore plus délicat. La présidente d'honneur a pris toutes les dispositions dans ce sens. C'est entendu donc avec la nouvelle présidente, donc on dira le Haut Conseil parce que il y a la présidente d'honneur, mais il y a le vice-président d'honneur. Et convenir donc avec la nouvelle présidente que après son retour de quelques soins, parce que la présidente d'honneur avec quelques ennuis de santé, elle voulait se soigner, quelques jours, qu'il y aurait des rencontres de prise de contact avec les instances dirigeantes, les différentes structures, et même une tournée conjointe, d'accord, à travers les coordinations, pour que la présidente d'honneur, qui a été si charismatique sur la vie du parti pendant longtemps, puisse la présenter et que lui, le chemin lui soit complètement balisé. Mais pendant que la présidente d'honneur était donc pour ses soins hors du pays, sans en informer le vice-président d'honneur, sans en informer les autres instances du parti, à savoir les vice-présidents, il y a eu des contacts qui ont été pris avec les coordonnateurs départementaux, communaux, voire d'arrondissement, sur le dos des instances du parti. Avant ça même, c'est une réunion de prise de contact qui a été initiée par la nouvelle présidente. On y est allé, mais arrivé là, on découvre qu'il y a des intrus, des gens qui ne sont même pas du parti, qui étaient là avec nous. Et les sujets qui ont été abordés le jour-là n'étaient pas les sujets qui sont abordés dans une séance de prise de contact. Et il y avait cette tendance à remettre tout en cause, Bon, après cette séance, on se disait ça allait se calmer le temps que la présidente d'honneur revienne. Mais il y a eu donc des actions. Alors, nous avons demandé à ce que cette marche forcée soit arrêtée. Surtout que cette marche viole les tests, cette marche viole l'entente qu'il y a eu au sommet du parti avant que la présidente d'honneur n'aille se soigner. Ça viole également le principe de bonne collaboration entre les instances. Et ça n'a pas été le cas. Nous n'avons pas été entendus. Il y a le forcing qui était toujours là. On s'est dit, mais il n'y avait aucun problème. Donc ce forcing, il fallait l'arrêter pour mieux comprendre. Les avocats du Bénin sont en formation depuis la matinée de ce lundi à la Cour d'appel de Cotonou. C'est le garde des Sceaux qui a procédé au lancement officiel des travaux en présence de la présidente de la Cour constitutionnelle. Suivant le compte rendu de Samson Oké. Les avocats du Bénin en formation continue. Une initiative du Centre international de formation des avocats en Afrique francophone CIFAF. Selon le professeur Joseph Djogbenou, président de la Cour constitutionnelle, invité pour la cérémonie d'ouverture, les avocats sont des contributeurs à la vérité. Ne contribue pas à la vérité qui n'est pas cultivée. Ne contribue pas à la vérité qui n'est pas formée. Ne contribue pas à la vérité qui n'est pas humble, ne contribue pas à la vérité qui est indifférent,
Et c'est pour cela que cette formation trouve sa place. Parce que c'est une manière de s'approprier de l'outil qui permet, certes avec difficulté, de contribuer à la vérité. Au cours de cet atelier de formation, plusieurs thématiques seront abordées par d'éminents professeurs et communicateurs venus d'Europe et d'Afrique. C'est le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, qui a procédé au lancement officiel des travaux. Les temps changent et changent si vite à telle enseigne que force est de concéder que la pratique de l'avocat doit évoluer face à une clientèle plus exigeante dans un contexte où le droit devient un bien de consommation comme tout autre soumis aux dictats des lois du marché. Ne vous y méprenez pas, il faut vous armer de science jusqu'aux dents pour pouvoir espérer affronter victorieusement les défis présents et futurs de l'avocat du XXIe siècle. Le CIFAF, ici, vous en donne les moyens. Monsieur le bâtonnier, chers invités, monsieur le directeur, d'ores et déjà, je souhaite plein de succès à cette session. Longue vie au CIFAF. Démarré ce 26 juillet, cet atelier de formation prend fin le 30 juillet 2021. L'ex-première dame Rosine Soglo est décédée ce dimanche. Ancienne députée de l'ex-parti de la Renaissance du Bénin, Rosine Soglo a marqué l'histoire politique du Bénin. Elle a dû se retirer par la force des choses. Rosine Soglo, on peut le dire, a défendu sa famille, notamment ses enfants, jusqu'à ses derniers souffles. Je défendrai mes deux petits jusqu'à la mort, avait-elle clairement dit. Ces dernières sorties médiatiques étaient principalement axées sur l'actualité politique de ses enfants. Liadi Soglo en exil et Ganiou Soglo récemment attaqué par balle dans une embuscade. Nicéphore Soglo est attristé et choqué par le décès de son épouse Rosine Vieira Soglo. Dans un entretien accordé au quotidien, événement précis, il affirme qu'il n'aurait pas été aussi solide si Rosine Soglo n'avait pas été à ses côtés. C'est cette femme-là qui m'a permis d'être aussi solide, a-t-il confié. Laurent Roland Toniquès revient ici sur une partie de la vie de Rosine Vieira Soglo. Écoutons son commentaire. Mon mari, président de la République, c'est sous son quinquennat qu'on a voulu le tuer plusieurs fois. C'est sous ce quinquennat que vous, les femmes, vous êtes liguées contre moi et vous m'avez matraqué. Et si je ne suis pas morte, c'est parce que Dieu l'a pas voulu. Mes sœurs qui viennent de parler ont parlé d'or. La solidarité féminine, on en reparlera. Incomprise, elle était. Femme audacieuse en politique, elle est restée malgré les attaques et assauts des hommes politiques qu'elle a subis pendant 3 décennies. Rosine Vieira Soglo, modèle de la femme engagée, a travaillé pour l'émancipation de la femme au Bénin. Née en 1937 et avocate de profession, elle avait une présence constante dans la vie de son époux, l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Fondatrice du parti La Renaissance du Bénin en 1992, elle a ardemment travaillé pour mettre fin à la féodalité des hommes dans certaines régions du Bénin. Alors, c'était un peu difficile en épousant un fond, car chez les fonds, il y a 2 sortes de femmes, les princesses de sang et les amazones, c'est-à-dire la chair à canon. Et les autres femmes, tu te tais et tu te couches et tu ne dis rien. C'est ça, c'est la stricte vérité. Et vous le savez très bien, je ne raconte rien et je n'invente rien, hélas. Car j'aurais voulu que ça change. Mais ça va changer. Peut-être pas de nos jours, je ne le verrai peut-être pas. Mais mes petits-enfants, mes petites-filles et mes arrière-petites-filles le verront. Dans un franc-parler, elle ne se faisait pas prier pour mettre sur la place publique les coulisses de la politique béninoise. Reconnaissante envers tous pour le soutien, elle ne manquait pas de l'exprimer chaque fois que l'occasion se présentait. Je suis très heureuse de revenir au pays. Et je suis surtout très heureuse de savoir votre fidélité, vos prières pour que je sois parmi vous aujourd'hui. Que Dieu vous garde. Et que la Vierge Marie, dont c'est la fête aujourd'hui, nous vienne tous en aide à tout ce pays et à vous tous, mes enfants. Merci infiniment. Merci beaucoup. On fêtera ça autrement. On fêtera ça autrement. C'est moi qui vous le dis. Que Dieu nous prête vie et nous fêterons. D'accord? Alors, bye bye. Très humble, elle n'avait pas hésité à présenter à l'honorable Rachid Gbadamassi ses excuses après des insultes au cours d'une session plénière très houleuse. Je veux des excuses au député Gbadamassi. Il est vrai qu'il a cherché, parce que le pauvre, il a tendance à se mettre dans des situations impossibles et insupportables. Mais ce n'est pas une raison pour que je l'insulte. Et je lui fais mes excuses les plus plates. Je l'ai déjà vu dimanche dernier quand mon époux est parti. Il était à l'aéroport, et je lui ai dit que je lui fais mes excuses. Il m'a dit, maman, si non, et je le ferai publiquement.
Je le fais publiquement. Député Gamawasi, excusez-moi de vous avoir insulté. Président de l'association Vidolé, en soutien aux femmes démunies et à l'enfance malheureuse, Rosine Soglo a montré le chemin pour une présence constante des premières dames sur le terrain du social. Elle a été députée de 1999 à 2019, où elle avait décidé de ne plus revenir pour raison de santé. Autre dossier dans ce journal, les nouveaux bacheliers devront choisir dans les tout prochains jours la filière qu'ils souhaitent faire à l'université, une étape décisive de leur vie puisqu'elle détermine leur avenir. Pour ne pas faire un mauvais choix, Banabé Kouelo, écrivain spécialiste des questions éducatives, nous parle des erreurs à éviter. Il est au micro Diaspora FM de Clémence Tonoukoé. Quand vous prenez un contexte comme ça, comme le Bénin, un contexte, l'actuel contexte, où vous avez minimum 8 jeunes sur 10 diplômés à la maison, ou quand vous venez par exemple à l'Université nationale d'Abomey-Calavi, vous avez minimum 60 000 étudiants dans les amphithéâtres, dans les jardins. Le nouveau bachelier de 2021 doit s'orienter comment? Première chose, n'allez pas à l'université dans l'optique de trouver un emploi, parce que vous n'aurez pas. Il n'y a pas d'emploi aujourd'hui à donner à quelqu'un. Allez à l'université dans l'optique de répondre à un besoin de la société. C'est ça s'orienter. Aujourd'hui, le Bénin a quel problème? Toi, nouveau bachelier qui m'écoute, qui me voit, tu veux véritablement aller dans cette filière. Première question, est-ce que tu as une finalité claire? N'allez pas aujourd'hui à l'université parce qu'il faut aller. Première erreur, ne pas faire. Deuxième erreur, n'allez pas à l'université parce que papa dit qu'il faut aller à l'université. Je suis médecin, l'enfant doit forcément faire la médecine. Je suis désolé, le choix se discute avec l'enfant. N'allez pas à l'université parce que mon copain veut partir, parce que ma copine veut partir, parce que mon meilleur ami veut choisir. Tu n'es pas ton meilleur ami, tu n'es pas ta copine. Le choix que vous allez faire à l'instant où vous m'écoutez actuellement, c'est un choix qui va déterminer ou qui détermine déjà votre avenir dans 3 ans. N'allez jamais à l'université ou surtout dans une université privée parce qu'ils ont les immeubles, plusieurs étages, beaucoup de carreaux ou je ne sais quoi. On ne choisit pas le suivisme, voilà, le suivisme. L'autre a fait, je vais faire. Tu n'es pas l'autre. Le choix d'une formation, c'est des questions stratégiques parce que votre avenir en dépend. Si vous êtes parent, il faut d'abord vous poser la question. Pourquoi mon enfant veut aller à l'université? Est-ce qu'il veut aller parce qu'il faut aller? Si la réponse c'est oui, non, il ne doit pas aller. Est-ce qu'il veut aller parce que l'autre, voilà, c'est-à-dire l'autre a envoyé son enfant. Sinon, bon, tous ses collègues, c'est-à-dire tous ses amis veulent aller à l'université. Si mon enfant ne va pas à l'université, ça ne marche pas, ça ne veut rien dire. Le comité en charge des deuxièmes élections des organisations étudiantines les plus représentatives de l'université d'Abomey-Calavi a procédé au lancement de la campagne électorale de 2021. C'est à travers une conférence de presse donnée ce dimanche sur le campus d'Abomey-Calavi par le comité, avec à sa tête le professeur Odile Dossou Gedegbe. Le point avec Arissi Seti. La Fédération nationale des étudiants du Bénin, FNEB, l'Union nationale des étudiants du Bénin, UNEB, et l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin, UNSEB, sont désormais autorisés à aller vulgariser leurs projets de société auprès des 11 176 étudiants composant le corps électoral de l'Université d'Abomey-Calavi. Ces étudiants sont attendus dans 157 bureaux de vote le 30 juillet prochain pour désigner les organisations fêtières les plus représentatives. C'est le professeur Odile Dossou Gedegbe, présidente du comité d'organisation de la dite élection, qui a procédé ce dimanche 25 juillet au lancement officiel de la campagne électorale. Lancement de la campagne électorale qui prend effet à partir de ce jour, dimanche 25 juillet 2021. À 00h et prendra fin le mercredi 28 juillet à 23h59. Je répète, mercredi 28 juillet à 23h59, soit 4 jours francs de campagne électorale sur tous les campus de l'UAC. Pour les responsables étudiants, leur temps attendu est arrivé. Le grand jeu est enfin lancé, donc chacun doit désormais affûter ses armes pour faire face à la réalité, parce que c'est ce que nous attendons. Et si officiellement cela n'est pas lancé, tout ce qu'on faisait depuis quelques jours, vous savez que ce ne sont que des actions de pré-campagne. Nous sommes très heureux quand même de débuter quand même ces campagnes parce que nous attendons impatiemment ces moments pour quand même s'officialiser ou être quand même au contact des étudiants. Nous avons participé à cette cérémonie officielle et les recommandations ont été données, des doléances ont été faites en notre égard. Et nous allons tenir compte de tout cela pour réellement battre campagne
campagne. La force de la FNEB, ce n'est pas aujourd'hui, quand on va lancer les élections, que nous allons démontrer. Nous avons déjà effectué beaucoup d'actions pour l'étudiant. Les responsables étudiants ont reçu le bulletin unique des mains de la présidente du comité d'organisation. Au cours de la campagne électorale, le comité a strictement interdit tout affichage sur les panneaux de signalisation et a insisté sur le respect mutuel pour le bon déroulement des opérations de vote à l'université d'Abomey-Calavi. Et puis l'érosion côtière à Cotonou est source de nombreux dégâts au quartier Jacques. Plusieurs habitations sont détruites par les vagues de la mer. Clémence Tonoucoin pour le reportage. Des bâtiments en état de délabrement avancé situés en bordure de l'océan Atlantique au quartier Jacques de Cotonou, tel est le résultat du débordement de la mer. Les vagues de la mer en furie ravagent depuis des années de façon cyclique tout sur leur passage. Des riverains nous en parlent. On n'a pas de dégâts humains, non, mais au niveau des matériels là, n'en parlons même plus, parce que vous-même vous allez constater la manière dont ça a fragilisé les bâtiments. Surtout parce que les bâtiments sont solides actuellement, mais je vois que au fil du temps tout ça là, ça va céder, parce que vous allez constater même dans l'eau de mer, il y a du sel dedans. Le sel là, ça agit sur les bétons, les fers, tout ça là. Donc au fil du temps, vous allez voir que la maison même là, va céder, on pourra plus rester. Sinon ça a emporté plusieurs bâtiments ici, plusieurs on peut même pas compter. Bon, ça gênait beaucoup avant. Même après-midi, avec les vagues qui fait là, ça ramasse les chaises ici. Avec beaucoup de bruit, on est un peu gêné quand même. Bon, par exemple, l'année passée, en plein midi comme ça, la mer s'est coupée en deux, quoi. Ça a fait une vague ici et une vague de l'autre côté. Et de ce côté-là, on ne faisait pas du bruit. Donc, et ça a duré au moins 1 heure, 2 heures de temps avant de se calmer. Si la mer commence pas à se faire des bruits, ça vient ici. Ça vient ici quand même, mais c'est pas toujours ni tout le temps que ça fait chose. Au fait, ça vient ici pour nous déranger. Pour soulager la peine des populations, des épis ont été posés à certains endroits. En raison du caractère cyclique du phénomène, les riverains appellent à une pérennisation des actions. Mais depuis, qu'on a fait les roches dedans là, ça a cessé. Ça ne fait plus du bruit comme avant. La mer, ça s'est retiré un peu, mais nous voulons qu'à chaque période, qu'ils puissent renforcer le système qu'ils ont mis en place au bord de la mer pour que, au fil du temps, nous ne puissions pas avoir ces genres de dégradation côtière. Ces milliers de tonnes de pierres de différentes tailles ne semblent pas défendre totalement la côte contre l'assaut des vagues de la mer. Les nouvelles africaines et internationales. Une trentaine de lycéennes parmi les 121 enlevées le 5 juillet dans les dortoirs de leur lycée à Chikou, dans l'état du Kaduna, ont été relâchées samedi par leurs ravisseurs. Les enlèvements de voyageurs sur les routes ou de personnalités influentes contre le paiement d'une rançon sont fréquents dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Les ravisseurs détiennent encore 87 écoliers et lycéens. Un premier lycéen ayant été libéré il y a 2 semaines pour raison médicale et 5 autres enfants ayant réussi à s'échapper cette semaine. En Somalie, le cycle électoral qui devait débuter dimanche par l'élection du Sénat est retardé, a déclaré le porte-parole du gouvernement fédéral, qui a toutefois affirmé que le processus allait continuer. Le gouvernement de Mogadiscio ne contrôle toujours qu'une faible portion du territoire, avec l'aide cruciale des quelques 20 000 hommes de la force de l'Union africaine, AMISOM, qui lutte contre la milice islamiste Shebab. Dans un audio attribué à leur chef, les Shebab ont mis en garde mardi les hommes politiques qui participeront aux élections. Le président tunisien Kais Saied a annoncé dimanche soir qu'il suspendait les travaux du Parlement et démettait de ses fonctions le chef du gouvernement, Hichem Meshichi, après une journée de manifestation contre les dirigeants tunisiens. Au lendemain du limogeage du Premier ministre par le président Kais Saied et du gel du Parlement, des affrontements ont éclaté lundi devant le siège du gouvernement à Tunis où l'armée a été déployée. Une situation qui plonge la jeune démocratie dans une crise constitutionnelle. Et puis en France, pas un ultime vote de l'Assemblée. Le Parlement français a adopté définitivement ce dimanche soir le projet de loi qui prévoit l'obligation vaccinale pour les soignants et l'extension controversée du pass sanitaire. Le pass étendu doit être appliqué début août. Le temps presse face à une flambée de contamination liée à la propagation du variant Delta très contagieux. Le projet de loi doit encore passer le filtre du Conseil constitutionnel saisi par le Premier ministre Jean Castex
justesse et la gauche. Tout le sport. La page des sports, football, lancement officiel du tournoi Petit Poteau Interquartier Land Hop ce dimanche au terrain du CEG de Zoka dans la commune d'Abomey-Calavi, organisé par l'agence événementielle GM Business sous la coupole de Pierre Akpaki, secrétaire général de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Le match d'ouverture a opposé Rocher FC à Speed FC. Au terme des 70 minutes, c'est un score nul de 1 but partout qui a sanctionné la partie. Rappelons que 9 équipes sont engagées dans ce tournoi qui est à sa première édition. Prochaine rencontre le 31 juillet. Prochaine rencontre le 31 juillet. Suivons ici Judith Akpaki, directrice générale de GM Business au thème du match d'ouverture. GM Business est une agence événementielle qui est d'une part spécialisée dans les événements pour particuliers, petites, moyennes et grandes entreprises, mais également spécialisée dans les événements grand public. Donc quand on parle de grand public, nous avons les activités sportives, dont le football. Alors ça a été une évidence, on n'a pas réfléchi deux fois, donc c'était une évidence. Encore des réglages, mais vous avez vu avec nous, le jeu, ça s'est bien passé. Il y a eu l'esprit d'équipe, de la performance, le respect mutuel des équipes, bravo. Alors l'objectif d'une telle organisation est non seulement de promouvoir les valeurs sportives dont dispose la commune d'Abomey-Calavi, mais également offrir une rencontre, des échanges, un divertissement à la population d'Abomey-Calavi. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Mise en onde, Gaëtan Passo, chef d'édition, Dorcas Sarangan, au micro, Corneille Aïssé. Bonne soirée chez vous et à demain.